Bonjour à tous, nous sommes le 18 mai, c'est le jour du drapeau haïtien. D'ailleurs, il y a une manifestation en ce sens dans la journée. C'est aussi la conférence ce soir, conférence débat du FKNJ. On entendra probablement le connaître en parler. Mais sinon, que nos invités sont déjà là. On recevra tout à l'heure Madame Gladys Grégoire de l'IMP du Moule. Elle nous expliquera un peu ce qu'est cet organisme qui s'occupe d'enfants déficients. Plus tard, nous aurons, comme chaque mercredi, notre chronique Coco et les abricots, puisque Martine n'est pas là, mais elle reviendra la semaine prochaine. Et Coco et les abricots sera consacré aujourd'hui, bien sûr, au yoga. C'est avec Jocelyne Nampoint, et puis on devrait faire un petit tour sur les foulées de petits bouts qui auront lieu en fin de semaine. Voilà, en gros, le titre et les noms des personnes qui interviendront dans le ZCL de ce midi. Mais pour l'information, c'est Jessie, bonjour. Bonjour Danick. Quoi de neuf dans l'actu? Alors, comment construire des bâtiments à faible consommation d'énergie? C'est la question abordée ce matin par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'était donc la 6e édition de ces ateliers Conseil en énergie. Et le 10 mai, donc, si vous vous rappelez bien, François Hollande annonçait la création d'une fondation de l'esclavage en France. Une annonce qui ne fait pas que des heureux. Vous verrez donc le reportage tout à l'heure dans cette édition. Et enfin, une première en Guadeloupe, Gospel sur la colline. C'est la comédie musicale qui vous sera proposée les 27 et 28 mai au Palais des Sports du Gosier. Nous avons fait un tour du côté des répétitions. Voilà, bien, merci Jessie, qu'on va retrouver tout à l'heure. On reçoit, je vous l'ai dit, Gladys Grégoire, qui est éducatrice spécialisée de l'IME, l'Institut médico-éducatif du Moule. Bonjour madame. Bonjour. Alors, première question toute simple. Cet IME, Institut médico-spécialisé, éducatif médico-spécialisé, il sert à quoi en général? Il sert à quoi? Donc, dans un premier temps, on accueille des enfants qui sont âgés entre 6 et 18 ans. Donc, ce sont des enfants qui sont déficients. Donc, on les accueille tout au long de l'année, comme d'autres instituts médico-éducatifs de la Guadeloupe. Donc, sachant que ces enfants-là ne peuvent pas intégrer une école normale, nous, on leur donne un accompagnement spécialisé, donc qui est en lien avec leur pathologie et leurs difficultés, notamment sur le plan social, psychologique, physique. Voilà. Quelles sont les pathologies qui sont le plus fréquentes chez ces enfants? Est-ce qu'il y a une panoplie ou bien... Bon, il y en a, c'est quand même assez varié. Hein. On a principalement la déficience simple, hein, et la pathologie principale, on a des enfants qui sont trisomiques. 21, il y a des enfants qui ont des traits autistiques, il y a des enfants qui sont psychotiques, en fait il y a tout un panel. Mais vraiment ce qu'on traite réellement, c'est la déficience intellectuelle. Après la pathologie associée, on travaille avec. Oui. Voilà. Et le cycle pour un enfant déficient, c'est de combien d'années? C'est depuis son plus jeune âge, hein. Une fois que l'enfant a été détecté, il intègre l'IME à partir de, si je ne me trompe pas, de 7 ans. Oui, de 7 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, voire 21 ans, sauf s'il y a dérogation. D'accord. Donc voilà. Vous l'accompagnez pédagogiquement, il y a une pédagogie spécialisée, j'imagine? Voilà, oui, il y a une pédagogie spécialisée. Donc l'IME, l'Institut médico-éducatif Langue, comme les autres IME, ont plusieurs pôles, donc thérapeutique, éducatif et pédagogique. Donc ces enfants-là, ils ont un accompagnement thérapeutique en lien avec le psychologue, le psychomotricien, l'orthophoniste et nous éducatifs, tout ce qui concerne l'éducation et la pédagogie, tout ce qui est scolaire. Donc là, tout ça, ce sont des actions qui sont adaptées envers l'enfant et envers leurs difficultés. D'accord. Et donc, au fil du cursus, normalement, cet enfant, vous arrivez à en tirer quelque chose, si je peux parler comme ça. Voilà. Donc ces enfants-là, alors au départ, on a l'IME qui regroupe deux pôles, IMP et IMPRO. Donc l'IMP reçoit les plus jeunes jusqu'à l'âge de 14 ans. Après 14 ans, ils passent en IMPRO. Et c'est là, en IMPRO, un petit peu avant, on les prépare à l'entrée en IMPRO. Et quand ils sont passés en IMPRO, ils ont un apprentissage avec des métiers comme l'agriculture, c'est ce qu'on développe chez nous, les ateliers bois, l'atelier, par exemple, qui est en lien avec tout ce qui concerne la buanderie, la cuisine aussi. Après, je crois que c'est tout.
que je me trompe pas. Est-ce que par la suite, ces enfants peuvent intégrer des cursus scolaires, on va dire, normaux? Alors, au cours d'année, en cours de parcours, hein, il y a des enfants qu'on arrive à... Parce qu'il y a des enfants qui viennent d'origines différentes. Mais en cours d'année, il y a des enfants qu'on arrive à intégrer dans le milieu scolaire ordinaire. D'ailleurs, c'est notre mission première, d'intégrer l'enfant dans un milieu ordinaire. Mais avec un accueil, je veux dire, séquentiel, voire un accueil adapté. Donc l'enfant peut aller des fois à l'école normale et puis retourner en institution les autres jours. Voilà. On compte combien d'IME en Guadeloupe? Je ne les ai pas tous. Il y a bien à peu près 7, voire 10 IME. Je ne les ai pas tous en tête, mais pour un petit peu parler de la manifestation qu'on va organiser le 24 mai, qui va se dérouler au village international du CA, au fond d'Alca à Petit Canal, on reçoit l'IME des Gommiers, qui regroupe l'IME des Gommiers lui-même, Yona, Seiba ainsi que Kaukera. Après, on a l'IME Espoir qui se trouve à Pointe-à-Pitre, l'IME Denis Forestier, notre IME principalement. On peut compter globalement 6 voire 7 IME. Par rapport à la demande, il y a assez d'établissements. Alors là, je ne pourrais pas vous dire en fait. Il y a toujours des listes d'attente qui sont longues. Alors, donc ça veut dire aussi qu'il y a des enfants qui ne sont pas... Tant que faire se peut, on essaie d'intégrer, même si c'est partiellement, les enfants en IME. Et justement, comment se passe l'inscription? Alors, l'inscription... donc c'est la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui, à l'origine, en amont, il y a une détection et qui fait l'orientation vers l'IME. Et à partir de là, que ce soit la MDPH ou le parent, il fait la démarche d'intégrer l'enfant vers l'IME. Donc il y a une préadmission, on étudie un dossier, enfin tout le parcours, et après il y a une notification qui est définie pour que l'enfant soit accepté en IME. Très bien. Et donc, du coup, par rapport à votre manifestation, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le 24 mai, on a fait un petit constat quand même dans les diverses institutions, que beaucoup d'institutions intégraient le gros cas en termes d'accompagnement. Alors bien sûr, je ne vais pas parler des accompagnements qu'on a. On a des supports éducatifs, justement, pour pouvoir développer les compétences de ces enfants. Et ce qu'on a constaté aussi, et c'est un petit peu par rapport à la société, qu'il fallait que le regard change, que les enfants puissent avoir accès à la culture. Donc on a décidé de réunir, de fédérer un petit peu les instituts médico-éducatifs autour du gros cas. Donc c'est une manière pour ces enfants-là d'échanger avec leur père, nous aussi en tant qu'éducateurs et professionnels d'échanger, de voir nos difficultés. Vous faites aussi dans ce cas-là? Je crois qu'on est les éducateurs, ils sont polyvalents. Oui, bien sûr, parce que vous êtes quoi, tambouillée ou chanteuse? Je fais un petit peu de tout. J'essaie. Vous avez raté quelque chose, tu m'as mis votre Non, j'essaie de jouer, de toute façon... Danser aussi, j'imagine. Danser aussi, chanter, en fait, et vous disiez tout à l'heure que le seul métier... Madame Bouchon aussi... il n'y a pas de... tout le monde. On essaie de... De toute façon, alors les enfants, ils ont pour habitude, et c'est un fonctionnement de tout être humain, je veux dire, de se calquer à ce que font les autres. Oui. Donc, et nous... on est un petit peu un exemple pour eux, parce qu'ils comptent sur nous pour pouvoir les aider. On est obligé de tout faire. Quelle est l'action? Alors, je sais pas, moi je pose la question, quelle est l'action du Gouka de cette musique sur ces enfants? C'est une forme de thérapie aussi? C'est une thérapie. En général, de manière générale, la musique... adoucit les mœurs, oui. Adoucit les mœurs, mais c'est comme un langage. Oui. Tout le monde parle à travers la musique, tout le monde parle à travers le chant, tout le monde parle à travers le danse. La danse, c'est une forme d'expression. Oui. Donc ça nous permet d'échanger, de se mouvoir, de s'exprimer. Alors qui s'amuse le plus, les enfants ou tout le monde s'amuse. Les éducateurs. Tout le monde s'amuse. C'est vrai qu'à travers notre métier, je pense que c'est un métier qu'on choisit. Des fois, c'est choisi, c'est par vocation. Oui. On aime ça, donc nous, c'est notre rôle premier, c'est la transmission des valeurs. Et la musique, ça fait partie de nos valeurs. Alors,
quel est le rapport que les éducatrices comme vous avez avec les parents de ces enfants-là? Parce que souvent, vous savez, dans le système éducatif normal, de plus en plus, on a l'impression que les parents, ils abandonnent leurs enfants aux profs et aux enseignants, disent, bon, à l'école, débrouiller au réveil. Est-ce que c'est le cas pour les enfants qui sont un peu déficients? Pas totalement le cas, puisque autant les enfants que les parents sont sollicités. Puisqu'on estime que pour que la prise en charge puisse être efficace, voire efficiente, il faut que les parents soient intégrés. Donc assez souvent, on est en lien avec les parents, que ce soit au téléphone, avec des réunions, des rendez-vous. On fait des visites à domicile aussi pour savoir comment l'enfant vit et quel travail qu'on peut en fait faire ensemble. Donc on les a régulièrement et d'ailleurs certains parents aussi on fait des fêtes finales. Vous voulez dire qu'ils s'impliquent? Ils s'impliquent. C'est difficile, hein, puisque bien sûr c'est la difficulté qu'on rencontre aussi. Certains parents ont du mal à voir clairement le handicap de l'enfant, ou encore ont du mal aussi à l'accepter. À l'accepter, mais aussi puisqu'ils ne le voient pas, ils ne savent pas vraiment de quoi est capable leur enfant. Donc nous, à ce niveau-là, on les aide. Et il y a des parents qui, après une réunion, ils nous disent « mais on ne voyait pas ceci comme ça, on ne voyait pas cela ». Donc ils arrivent à changer leur manière de travailler avec leur enfant. Puisque l'éducation qu'on fait à l'intérieur de l'institution, elle est basée principalement sur la vie quotidienne. Et ce qu'on vit à la maison, c'est le quotidien. Excusez-moi, combien d'années vous êtes éducatrice? C'est pas pour votre CV, non, c'est pour... Non, j'ai envie de dire, ça fait un moment, mais que j'exerce dans le métier depuis 2005. 2005, ça fait à peu près 11 ans. Est-ce que les enfants que vous avez eus au début de votre carrière, je ne dis pas qu'ils ont suivi, mais vous avez vu leur évolution en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pour l'instant, j'en ai très peu au niveau des adultes, mais il y a des enfants qui sont passés dans l'institution dans laquelle je suis et qui arrivent à travailler en ESAT. Oui, c'est bien la question, c'est ça. Qui sont d'ailleurs passés à la télé pour parler un petit peu de... Ah, ils sont même passés à la télé? Voilà. Je ne savais pas. Lors d'une émission sur une autre chaîne, on dit, mais tiens, et ils arrivent à parler de leur parcours. Ça, c'est intéressant. Donc, mais tous, ils ont une capacité... À ce niveau-là, c'est une réussite pour vous? Ah, mais bien sûr. Oui. Quel que soit, en fait, je veux dire, leur niveau de compétences développées, on a quand même bougé. C'est ce qui est intéressant. On reste pas... C'est très rare qu'on puisse, je veux dire, régresser. Oui, il n'y a pas d'échec, quoi. Une fois qu'il y a tout le monde autour, que ce soit les parents, les éducateurs, les professionnels, ça peut évoluer. Alors, est-ce que c'est un métier qui est compliqué, qui est difficile d'être éducatrice spécialisée avec des enfants? Difficile, je dirais, ça demande une grande capacité physique. Ça demande d'abord une vocation. Je pense qu'il faut vouloir. On ne débarque pas là comme ça. À côté. Et d'ailleurs, dès qu'il s'agit de traiter de relations humaines et de traiter avec l'humain, qu'il soit déjà normal, voire avec une déficience, ça devient plus compliqué. Mais après, je pense qu'il faut faire preuve de patience. Et les mots qu'on retrouve souvent, c'est de la patience, de l'empathie. On a besoin de ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir réduire les difficultés qu'on peut rencontrer. Oui. Donc, voilà. Souvent, j'ai cru comprendre qu'en Guadeloupe, je ne sais pas si vous allez me dire, que le nombre d'handicapés déficients, en tout cas, était très important quelquefois. Les parents le cachaient, les gens ne le disaient pas, et on sous-estimait les handicaps pour des raisons qu'on peut comprendre, de discrétion, en pas envie de savoir faire, moi, etc. etc. Vous rencontrez encore des cas comme ça? Non, puisque je veux dire, les lois, elles ont évolué aussi. Hein, donc, il y a une détection. Il y a une détection qui est faite. De toute façon, dès la naissance, hein, il y a les services précoces qui détectent les pathologies. Et les parents se tournent de plus en plus vers les gens spécialisés. D'accord. De toute façon, il n'y a plus de gêne, vous voulez dire? Il n'y a plus de gêne. Et puis aussi, je veux dire, à travers la manifestation qu'on va organiser, permettre aux enfants de jouer au cas, de danser. D'être normaux, quoi, en fait. D'être normaux, de participer pleinement à la vie sociale. C'est une manière de se montrer. Parce que tout le monde a...
je veux dire, j'ai envie de dire que tout le monde a ses capacités, tout le monde est intelligent, mais à des degrés différents. Donc on exploite leurs capacités et pour un petit peu, je veux dire, voire beaucoup réduire leurs difficultés. C'est une manifestation qui sera ouverte à tous? Non, alors, je veux dire, pour l'instant, on l'ouvre aux institutions, puisqu'on invite toutes les institutions médicaux. C'est un cercle fermé. Pour l'instant, c'est un cercle fermé. Mais oui, la presse peut venir. Oui, on a invité la presse, puisque parce que vous êtes là. Je suis là aujourd'hui, et notre objectif, c'est de promouvoir ces personnes, de montrer en fait leurs capacités. Donc, on invite aussi certains parents. On a un travail qui est assez recherché avec certains parents, donc on leur permet de participer à cette manifestation. Et on verra dans le temps comment ça évolue, puisque ça va être la deuxième édition. Normalement, c'est la deuxième édition. Toutes les institutions qu'on a invitées l'an dernier, lors du bilan... Vous attendez combien de personnes Alors, approximativement, il y aura peut-être entre 160 et 180 enfants, quand même. Autour de ça, je veux dire, globalement, sur le site du Fondalca, on sera à peu près 250. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Et puis, en termes de spectacle, ça représente quoi? Combien d'heures de... J'ai pas envie de dire de show, mais enfin... De show, non. En fait, on va recevoir... Sur les roses que vous faites? Non, on ne fait pas de les roses. On évite les différentes institutions, mais on a invité, pour pouvoir assumer justement notre manifestation, des intervenants extérieurs. D'accord. Des gens qui baignent dans le cas depuis longtemps ou depuis peu. Des gens qui sont là pour permettre aux enfants d'avoir un apprentissage, que ce soit au niveau de la danse, au niveau du chant, du vocalisme, de percussion, puisqu'il y en a qui vont jouer au croca, il y en a qui vont jouer au tambouchant, il y en a qui vont jouer à la conque de Lambi. Est-ce qu'il y aura du boulaguel? Il y aura du boulaguel, ça c'est important, puisque bien sûr on essaie de faire perdurer tout ce qui est en lien avec le croca. Donc on a ouvert quand même, on n'a pas limité uniquement la danse et le croca, on a limité au vocal, on a ouvert parce qu'on n'avait pas... On s'est dit, mais autour du croca, il y a plein de choses. Il y a des enfants qui participent au carnaval aussi, des fois. Donc, c'est tout ça qui tourne autour. Et poser la question quand même, pourquoi le croca finalement? Mais c'est notre... Il y a d'autres musiques en Guadeloupe. Il y a la biguine. Je crois que... Il y a de la biguine, il y a la musique indienne aussi. C'est la base, je veux dire, c'est la base de la musique, hein. Non, mais il y a d'autres musiques dans c'est le principal. C'est le principal. À partir de là, on aurait pu faire, à partir de la sonorité croca, il y en a qui vont s'orienter. Après, ça, tout dépend je veux dire, j'ai envie de dire de l'oreille musicale. On a fait le croca parce que c'est ce qui fédère principalement, j'ai dit, tous les Antillais. Donc, beaucoup. Disons, effectivement, il y a la biguine, il y a les musiques indiennes aussi. Il y a les musiques indiennes, mais je veux dire, on fait toujours bien sûr en lien avec la population qu'on a et la demande de la population. Comme je vous disais en amont, beaucoup d'institutions ont intégré le croca au sein de leurs accompagnements. Il y a le quadrille, il y a biguine, musique indienne, musique à masse. Musique à masse, mais on va faire un petit peu de musique à masse. Mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est pérenniser le croca. Donc, quand on me dit qu'il y a le quadrille... vous voulez qu'on évacue les autres? Non, du tout, du tout. Je veux dire, rassurez-moi. À partir de la musique du croca, certains enfants pourront aller vers le quadrille. Nous, on n'est pas... je veux dire, on n'est pas limité. On n'est pas limité, on n'est pas fermé. D'accord. Bon, visiblement, la dernière question, c'est Jessie qui la pose, quand je ne la pose pas, non? Non, vas-y, pose la dernière question. Moi, je pose l'avant-dernière, tu poses la dernière. Allez, encore deux. Alors, donc on va prendre les choses dans l'ordre. Il y a juste une question que je ne veux pas poser, mais quand même, quand vous venez à ce genre d'émission, on ne peut pas ne pas vous la poser, puisqu'il y a des jeunes qui vous regardent et qui ont peut-être envie d'intégrer cette profession d'éducatrice spécialisée. Comment on devient éducatrice spécialisée? On ne se réveille pas un matin comme ça. Toute base, c'est de la formation. Mais j'ai envie de dire, comme on a parlé de vocation, on ne le choisit pas au hasard en fait. On aime les relations humaines, on a beaucoup de patience, on éprouve de l'empathie, on a envie que les autres arrivent, développent leurs compétences. Et
une fois qu'on est bien en phase avec soi-même, je dis bien en phase avec soi-même. Il faut déjà être bien dans sa tête. Il faut être bien dans sa tête, puisque ce sont des formations, que ce soit la formation qui sont en lien avec l'éducation spécialisée, comme j'ai dit, qu'on touche à l'humain. C'est quoi, 3 ans, c'est ça 3 ans. Ouais. Ce sont des formations qui bousculent. Qui bousculent. C'est-à-dire Je veux dire, on est construit d'une manière, et après qu'on commence à apprendre des choses, on commence à apprendre le fonctionnement de l'homme. On change son fusil d'épaule, on se dit bon, je pourrais être plus tolérante par-ci, par-là. Donc c'est tout le temps, on est tout le temps à la recherche. On se remet en question. S'il n'y a pas de remise en question, on peut reculer, on peut aller ailleurs. Hein. Ah bon? Je pense que c'est important la remise en question. Quel que soit dans la vie au quotidien, on se remet en question. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Je suis en train de me dire qu'un éducateur spécialisé, une éducatrice spécialisée, c'est quelqu'un vraiment de super, mieux que tous les autres. Non, je ne dirais pas ça ici. Non, mais la remise en question, je dis que c'est général. Il faut que tout un chacun se remette en question. Et je dis, on aspire toujours à mieux, on aspire à mieux faire. Donc, je pense que la remise en question, elle est assez importante. C'est une formation qu'on peut suivre ici? Oui. Il y a un organisme D'ailleurs, je fais une partie de ma formation ici en métropole. Ici, au centre de formation des travailleurs sociaux. C'est faisable. Après, il y en a qui partent en métropole, comme il y en a qui partent en Martinique. Elle est accessible ici. Alors, il y a des gens qui sont formés ici et qui vont travailler en Martinique ou en France? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. C'est compatible. Bon. C'est compatible, oui. Alors, bien sûr, c'est compatible parce que, bien sûr, c'est une adaptation à la culture. Oui, c'est ça que j'allais dire. Mais l'inverse, c'est vrai. Est-ce qu'une éducatrice spécialisée d'Ille-et-Vilaine ou de Bordeaux peut venir... Les mœurs, j'ai envie de dire qu'elles sont différentes. Oui. Et tout le temps, on doit s'adapter. Donc, l'inverse, j'ai pas envie de dire que c'est plus difficile ou plus facile, c'est une question d'adaptation. C'est possible. Oui. C'est une question d'adaptation. C'est pour ça que je dis que c'est difficile. Déjà parler la langue. Des fois, la langue peut être une barrière. Ouais. Par exemple, dans les enfants qui sont inadaptés socialement, ils peuvent parler en créole, lancer des insultes en créole, il faut qu'en face, c'est pas bonjour, quoi. Ouais. Si on dit en vitesse, c'est pas bonjour. C'est ça. Ah ben, il y a comme une petite barrière, et puis si on n'a pas honnête dans ces cas non plus, effectivement. Oui, on l'a apprendre, hein. On sait ça qui est arrivé. Oui, on apprend le créole, on apprend le gros cas aussi. Voilà. Oui. Mais tout s'apprend. Tout ça, voilà. Donc on est assez, l'homme est assez perméable, je dirais. Ok, alors, donc cette manifestation, c'est le 21, c'est ça? Le 24, mardi 24, de 9h à 16h. Un mardi, vous faites ça en plus? On travaille le mardi jusqu'à vendredi. On ne travaille pas le samedi, après c'est déplacé effectivement les horaires. Alors, mardi 24 au fond d'Alca? Mardi 24 au fond d'Alca. À partir de 9h. Ouais. Jusqu'à 16h. Donc on reçoit toutes les... Au moins sur place. Voilà, au moins sur place. Et c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. On va dire, je ne vais pas dire c'est gratuit. Je ne sais pas ce que vous entendez par terme gratuit. Non, les enfants, tous les enfants, ils ont une participation quand même, puisqu'on offre un repas, on offre un t-shirt. D'accord. Heureusement qu'il y a, bien sûr, je veux dire, des gens qui sont là pour nous suivre. On a eu quelques sponsors qui nous ont suivis sur la manifestation, donc sans eux... Oui. On peut casser les yeux. Voilà. Merci Gladys Grégoire d'être venue nous expliquer tout ça. Grégoire. Oui, c'est bien sûr, Grégoire d'être venu nous expliquer tout ça, parler de l'IME du Moule et de cette manifestation du 24. On l'a retenu et puis probablement qu'elle a Voilà, je précise que c'est ouvert uniquement aux enfants, aux instituts médico-éducatifs. Après, dans l'avenir, aux parents quand même. Certains parents, mais de l'institution, de notre institution, l'IME L'Ancre. C'est pas du tout public, hein? Non, pas encore. On va essayer de faire ça bientôt. Pour la troisième édition. Pour la troisième édition, on essaie de développer encore et d'ouvrir à tout le monde. On vous recevra avec plaisir, ou Madame Brochant, si elle peut venir. Voilà, c'est fait. Il est 13h01. On prend tout de suite notre page de pub et puis on revient pour la suite du ZCL, puisqu'on va développer l'information du jour avec Jessie Govendama qui est déjà là, et notre rubrique sur notre chronique sur le yoga avec Jocelyne Nampouy qui elle aussi est déjà là. Voilà, pub et à tout à l'heure.
13h01, deuxième partie du ZCL, retour donc sur le plateau avec Jessie. On va recevoir tout à l'heure le pasteur Eli Kiti qui est déjà avec nous. Il vient de la République démocratique du Congo. On parlera de ce pays, on parlera de ses activités. Mais tout de suite, Jessie, le rappel des titres de l'info du jour. Oui, Danick. Alors aujourd'hui, comment construire des bâtiments à faible consommation d'énergie? C'est la question abordée ce matin par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'est la 6e édition de ces ateliers Conseil en énergie. Et le 10 mai, François Hollande a annoncé la création d'une fondation de l'esclavage en France. Une annonce qui ne fait pas que des heureux. Reportage dans quelques minutes. Et une première en Guadeloupe, Gospel sur la colline. C'est la comédie musicale qui vous sera présentée donc les 27 et 28 mai au Palais des Sports du Gosier. Nous avons fait un tour du côté des répétitions. On enchaîne tout de suite avec le développement de notre premier titre. Comment réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment tout en conservant le même confort? C'est le sujet abordé durant les ateliers du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. La 6e édition de ces ateliers a démarré aujourd'hui à l'hôtel Fleur d'Épée au Gosier. Elle visait surtout les cadres et agents techniques territoriaux. Reportage Maxime Morel. Aujourd'hui, le CIE organise des ateliers techniques à destination des collectivités sur le thème de l'efficacité énergétique. Donc le but, c'est d'échanger avec les collectivités afin de leur proposer des solutions techniques pour réduire leur consommation d'énergie tout en restant à un niveau standard de confort, c'est-à-dire confort thermique, acoustique et visuel. C'est très important de pouvoir soutenir et accompagner Joël Paul, qui est notre conseiller en énergie partagée, et de pouvoir participer activement à ces ateliers techniques qui réunissent les collectivités de Guadeloupe et qui vont pouvoir présenter le dispositif, les aides permises par le conseiller, mais aussi les aides des différents partenaires du dispositif CEP, donc l'ADEME, EDF et le conseil régional. C'est un sujet très important, c'est d'ailleurs une des politiques principales aujourd'hui de l'ADEME en Guadeloupe. C'est un sujet à enjeu puisque c'est l'avenir de demain, c'est l'atténuation du changement climatique. Autrement dit, la maîtrise de l'énergie, c'est réduire nos consommations énergétiques et permettre moins d'émissions de gaz à effet de serre qui vont pouvoir limiter les impacts du changement climatique, on l'espère. Nous sommes sur un territoire où nous sommes très dépendants des énergies fossiles, à 90%, alors que nous ne produisons pas d'énergie fossile sur place. Nous n'avons pas de pétrole, pas de gaz, pas de charbon. Pourtant, nous en consommons tout le temps. Donc il est nécessaire vraiment de développer les énergies renouvelables, mais également de maîtriser cette énergie. Donc c'est pour ça qu'on cherche vraiment à optimiser nos bâtiments afin de réduire leur consommation. Aujourd'hui, les collectivités sont de plus en plus sensibles. On voit éclore un petit peu partout des études qui permettent de réduire ces consommations énergétiques et de maîtriser l'énergie en Guadeloupe. De plus en plus d'investissements aussi suite à ces études de projets. Et donc, il y a encore du travail à faire, mais de plus en plus de collectivités sont sensibilisées. Elles sont très sensibles puisqu'elles ont des problématiques assez diverses et variées. Elles doivent gérer des bâtiments administratifs tels que des mairies où là on a des problèmes liés à la climatisation, des écoles en grand nombre où là il faut gérer le confort acoustique avec les enfants, le confort visuel également. Ils ont aussi des équipements sportifs à gérer où là on retrouve des stades avec un éclairage qui doit être performant, de qualité, etc. Il y a des solutions déjà de bon sens. Déjà, on est dans un climat chaud. On voit que la toiture, c'est la zone dans le bâtiment qui récupère le plus de chaleur. Donc il est nécessaire de l'isoler, de mettre des protections solaires, mais également aussi d'optimiser notre éclairage, de profiter de l'éclairage naturel, de mettre en place tout un panel de solutions pour vraiment réduire la consommation d'énergie au sein du bâtiment. Et côté événement Gospel sur la colline, c'est la première comédie musicale de Gospel qui va se produire en Guadeloupe. Cette production réunit de grandes personnalités telles que Firmine Richard, Ronnie Théophile ou encore Dominique Magloire. Les répétitions s'enchaînent pour vous offrir un moment riche en émotions en ce mois de commémoration. Reportage Maxime Morel. Rien n'est bien sûr, clair-obscur et dorade de velours. Chacun attend son tour, l'appel de l'amour. Alors, Gospel sur la colline, c'est un spectacle qui s'est joué à Paris pendant 2 mois à Folie Bergère et qui a eu un succès assez incroyable. On ne s'y attendait pas parce que c'est la première fois qu'une troupe antillaise, à 80-70% de Guadeloupéens, a eu un tel succès. Et donc, étant donné que nous allons reprendre le spectacle à Paris en fin 2017 et peut-être aussi enfin plus tard partir en Asie, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on vienne en Guadeloupe devant notre public pour le présenter. Et en ça,
le conseil départemental a eu l'idée de venir nous voir en Folie-Bergère et qui a validé enfin que le spectacle va se jouer en Guadeloupe. Et donc nous serons en Guadeloupe enfin au fort d'Elgrès le 26 mai et nous serons le 27 et 28 mai au Palais des Sports du Gosier. Nous avons sélectionné 12 artistes locaux qui va nous rejoindre sur la comédie musicale dans les chœurs. Et Ronnie, c'est la star de la Guadeloupe et qui nous a beaucoup soutenus et qu'on voulait enfin qu'il soit aussi avec nous en Guadeloupe. Donc vous serez surpris de sa performance comme d'habitude. Mais c'est un très bel échange parce que enfin, on est tous les deux enfin, très amoureux de notre île. De notre île et puis de tout ce qu'elle peut produire. Et pour le moment, on essaie de faire qu'il y ait de belles choses. Donc moi, c'est une nouvelle aventure. Je suis très heureux de faire partie de l'équipe. Ça m'a un petit peu, quand j'ai reçu l'appel de Benjamin, me dire Ronnie, tu sais que tu es dedans et je vais créer quelque chose, je vais écrire et puis voilà, c'est parti. Gospel sur la colline, c'est une vraie comédie musicale. C'est pas parce que le nom s'appelle gospel que c'est que du gospel. Il y a du jazz, du blues, du rhythm and blues, un peu à la Broadway. Et donc, la metteur en scène, c'est Jean-Luc Moreau. Patrice Pereiras, qui est mon directeur musical et arrangeur. Nous avons Fémine Richard, notre star nationale aussi. Nous avons Jean-Luc Guizon, qui a fait la Star Academy. Dominique Magloire qui a fait The Voice qu'on connaît tous avec la tête rasée. Franchement, c'est vraiment un spectacle, une comédie musicale que nous convions tous les Guadeloupéens à venir voir parce qu'on ne va pas revenir en Guadeloupe encore avant des années et c'est pour ça qu'on aimerait que tout le monde soit là. Voilà, il est exactement 13h18. Comme je vous l'ai dit, nous allons recevoir Eli Kilti. Eli Kilti, c'est un Congolais, il vient de la République démocratique du Congo. Il est président du Centre évangélique international. Il est aussi directeur du RAG Congo. Il a été pasteur associé au Centre international Évidence. Je continue son CV qui est assez long. Il est conseiller spirituel à Africa Femmes et aussi président du parti de défense des valeurs chrétiennes et donc candidat à la députation dans le Katanga. Le Katanga, un pays dont on a une région du Congo dont on a beaucoup entendu parler. Bonjour, j'ai envie de dire révérend. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, qu'est-ce qui vous amène en Guadeloupe? Qu'est-ce qui m'amène en Guadeloupe? Au fait, comme vous venez de le souligner, je suis pasteur, prophète et en même temps président d'un parti politique. J'étais en route pour mon pays, pour préparer les élections. Bientôt, il y aura les élections au mois de novembre dans notre pays. Et puis, pendant que j'étais en train de me préparer, mes valises étaient déjà prêtes. Le Seigneur m'a mis à cœur, au lieu de partir sur le Congo, de venir ici en Guadeloupe. Je suis venu en Guadeloupe pour la première fois au mois de février. J'ai passé plus d'un mois. Et nous étions en jeûne et prière pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours de jeûne, nous avons prié pour le pays. Quand on a fini, je suis reparti sur Paris. J'étais en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Et je reviens, il y a de cela de 48 heures. Alors, quand même, les gens les Guadeloupéens connaissent un peu le Congo, puisque, bon, ici, on a eu des ancêtres congolais, beaucoup de Guadeloupéens. Ce qu'on peut dire, c'est que la situation n'est pas très calme au Congo en ce moment. En fait, en tant que Congolais, je suis originaire de la République démocratique du Congo. J'ai vécu pendant 22 ans en France. Ça fait plus de 6 ans que je vis aux États-Unis. Je suis installé plus précisément à Phoenix, Arizona. La situation est critique parce que il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt. Je prendrai un exemple, le portable que vous utilisez, la matière qu'on utilise pour fabriquer le portable du Congo. Ça s'appelle le coltan et ce avec produit, des jeunes enfants dans des difficultés qui sont tués au vu de tout le monde. Il y a plus de 8 millions de morts. Je dis bien plus de 8 millions de morts. 8 millions de morts, hein. Oui, c'est une population de quoi nous sommes aujourd'hui estimés à 80 millions. 80 millions. Oui. 8 millions de morts et personne n'en parle. Tout le monde ferme les yeux. Quand à l'époque
Kadhafi, les gens, ils ont créé la guerre, ils sont descendus. Aujourd'hui, Kadhafi est décédé, mais il n'y a pas de changement. Mais en ce qui nous concerne, ça fait des années que la République démocratique du Congo est menacée par le Rwanda. On sait qui est à la base de tout ça. Il y a même pas une semaine, il y a plus de 50 personnes qui ont été tuées par des machettes. Ouais. Et c'est filmé, c'est enregistré, tout le monde voit, mais personne ne lève sa main. C'est quand même bizarre. Ouais. Mais pourquoi cette indifférence à l'égard de ce qui se passe au Congo? Parce qu'il y a des intérêts. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, il y a le diamant, il y a le pétrole, il y a le coltan. Aujourd'hui, le Rwanda, par exemple, c'est un pays qui ne produit rien. Il n'y a pas de minerais au Rwanda. Tout ce qu'ils ont, c'est, comment je peux dire, les bananes. C'est tout ce qu'ils produisent. Et des machettes. Et des machettes. Ouais. Parce qu'ils sont devenus spécialistes pour organiser. Ils sont devenus spécialistes. Donc, il y a beaucoup de complices dans cette affaire. Et il est temps, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant que politicien, qu'on mobilise le monde. Et je fais appel aussi à mes frères ici, qui sont en Guadeloupe, de penser à la République démocratique du Congo, parce que même si vous vivez à plus de 16 000 km parce que souvent, nous sommes obligés de passer par Paris, Kinshasa, mais or, la Guadeloupe est tout près de l'Afrique. C'est en face. Et à partir du Sénégal, on est, je sais pas, 4 heures, c'est comme la Guadeloupe, Miami. Oui. C'est à 4 heures de vol. Mais pourquoi vous êtes obligés de passer par Paris? Ça, c'est le résultat de la colonisation, ça. Et il faudrait que les choses changent. Ben oui, on le souhaite, mais ça, il ne suffit pas de faire ça. Non, c'est l'une des raisons pour lesquelles plutôt je suis venu en Guadeloupe, pour dire c'est possible. C'est possible. Lorsque nous lisons dans le livre de Psaume au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 4, c'est lui qui a écrit ce psaume, c'est le roi David. Et il a écrit ce psaume au moment où il traversait des moments difficiles. Il était poursuivi, pourchassé par son propre fils qu'on appelait Absalom. Et lorsque les gens ont observé la vie de David, les gens ont conclu, ils ont dit que pour lui, il n'y avait plus de salut. C'était fini. Et c'est pendant ce moment difficile où David était rejeté, méprisé. Il était roi, il était oint, oui, mais poursuivi, pourchassé par son propre fils. Et David va décider d'écrire ce psaume. Et le verset 4, il va dire, en s'adressant à Dieu, « Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Lorsque le roi David parle ou parlait que Dieu allait relever sa tête, il ne parlait pas seulement de la tête physique, oui, mais il voulait tout simplement dire, aujourd'hui, j'ai perdu mon autorité en tant que roi, j'ai été reconnu, j'ai été oint, mais militairement, politiquement, je suis mise hors. Je ne peux pas prendre des décisions parce que mon fils, avec d'autres personnes, ils ont décidé de diriger le royaume. Premièrement, David a dit, Seigneur, tu relèves ma tête. Ça, il voulait dire, Seigneur, relève mon autorité. Oui. Il est important que nous, en tant qu'Africains, que nous soyons fiers, en tant que Guadeloupéens, que nous soyons fiers de ce que nous sommes. On n'a pas envié d'autres continents, on n'a pas envié, je ne suis pas raciste, on n'a pas envié les Blancs, oui, mais nous devons être fiers de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Tout à fait. Mais la question qui se pose, vous avez parlé du Rwanda, mais il y a aussi des interventions étrangères, aussi occidentales, dans votre pays, et ça depuis longtemps. Mais posez-vous la question, les ordinateurs que vous utilisez, qui les fabrique? Pour ne pas citer, nommez-les, qui les fabrique? Donc il y a beaucoup de pays qui sont complices, oui, que ce soit à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Il y a beaucoup de complices. Et ici, question peut-être. Vous êtes conseiller spirituel à Africa Femmes Performance. Pouvez-vous nous parler de cette organisation? En fait, Africa Femmes Performance, ce sont les femmes chrétiennes qui ont décidé de se mettre ensemble. La présidente de cette association, c'est l'une de mes filles spirituelles qui s'appelle Patricia. Elle vit à Washington et chaque année, elle organise des conférences à Washington, un peu partout dans le monde. Le but, c'est de mettre d'abord en valeur, de permettre aux femmes, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine scientifique, dans le domaine des affaires, de se retrouver et de partager leurs expériences ensemble.
Et vous, en tant que conseiller spirituel, quelle est votre mission? En tant que conseiller spirituel, la première des choses d'abord, c'est d'être à côté de la personne qui a reçu la vision, de prier pour elle et de voir tous les sujets qu'elles ont à partager, que ce soit sur le plan politique. Quel est l'apport que nous pouvons apporter en tant que les hommes de l'Église, en s'appuyant sur la parole de Dieu? Quelles sont les valeurs que nous pouvons leur transmettre pour qu'elles soient en mesure d'être demain des cadres, quand ils seront, par exemple, aux affaires, qu'ils soient en mesure de diriger les pays avec des valeurs chrétiennes? Vous pouvez nous donner des exemples justement de valeurs qui peuvent les aider à diriger un pays ou par exemple, aimer son pays. Quand vous êtes responsable et que vous pillez votre peuple, vous venez acheter des villas en Belgique ou en France, et pendant ce temps, vous n'avez jamais construit aucun hôpital dans votre propre pays. Ce sont les antivaleurs. Quand les gens sont contre la démocratie, quand on dit qu'ils les élections, en fait, le président est éligible une fois renouvelable, en fait, il est éligible 5 ans, renouvelable une fois, et après votre mandat, vous refusez de céder la place ou d'organiser les élections. Ce sont les antivaleurs. Donc, nous devons apprendre à faire passer le message aux gens qui veulent nous manipuler en disant, nous vous avons compris, nous avons étudié dans les mêmes écoles, nous connaissons les lois que vous connaissez, et à notre manière, maintenant, nous allons respecter la loi que nous avons établie. Donc, mon rôle en tant que conseiller spirituel, c'est de transmettre les valeurs tout en s'appuyant sur la parole de Dieu, comme je viens de vous donner des exemples. Les antivaleurs, par exemple, contre la démocratie, les lois ne sont pas respectées, où les gens pillent le pays. Le Congo, ils sont complices, ils préfèrent travailler avec les étrangers. Quand un étranger vient au pays, il pille. C'est les gens qui sont sur place qui le soutiennent, oui, qui l'accompagnent, parce que lui, il va gagner des miettes. Mais il ne pense pas aux autres. Pourquoi? Parce qu'il est ministre. Pourquoi? Parce qu'il est général. Mais quand ce monsieur qui va venir, qui vient dans ton pays, qui pille et qui repart plutôt à l'étranger, toi, tu restes au pays. Tu dois rendre compte à la population. Ce ne sont pas des discours, mais il faut mettre en pratique ce que nous enseignons aux autres. Et je pense que notre rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est d'être à côté de tous ces hommes politiques, toutes ces femmes, et leur montrer le chemin conformément à la parole de Dieu. Alors, est-ce que aujourd'hui, ce discours que vous tenez ici, il est entendu au Congo? Parce que je sais que la religion catholique, la chrétienté n'est pas majoritaire dans ce pays. Il y a d'autres religions. Comment est-ce que votre discours passe dans vos propres pays? Je disais tout à l'heure, en m'appuyant, je reviens sur le passage que je venais de lire, oui, en disant, lorsque David disait que Dieu relève sa tête, j'ai parlé de l'autorité. Oui. Un jour, on a posé la question à l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger. Il a dit, comment vous avez fait pour que l'Amérique devienne la plus grande puissance du monde? Oui. Il a dit, nous avons choisi des sujets, nous avons choisi plutôt, par exemple, je prends un exemple, la religion. Vous savez, les gens se sont servis de la religion pour venir nous mater, nous manipuler. Oui. Et aujourd'hui, vous trouverez dans mon pays, par exemple, les gens, ils vous prient de lundi jusqu'à dimanche, oui, au lieu d'aller travailler. Les gens, ils préfèrent lever leurs yeux en se disant que la manne va tomber. Mais la manne ne peut pas tomber. Si nous voulons que les choses changent, nous devons nous mettre au travail. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour travailler. Je ne parle seulement pas de la République démocratique du Congo, mais je suis en ce moment en Guadeloupe. Je m'adresse à mes frères, je m'adresse à mes sœurs. C'est bien, nous prions, mais combien de Guadeloupéens contrôlent l'économie de ce pays? Combien de Guadeloupéens ont des entreprises clés dans ce pays? Combien de Guadeloupéens sont, par exemple, dans le travaux public? Oui. C'est bien beau de dire qu'on est français. Dernièrement, j'étais aux États-Unis. Vous savez, quand vous quittez les États-Unis, vous avez droit à 2 valises de 23 kilos, 23 kilos. Alors j'ai dit, non, je pars dans le Caraïbes, plus précisément en Guadeloupe. Ils m'ont dit, non, la Guadeloupe, c'est pas l'Europe.
Par contre, quand je prends mon avion de Phoenix jusqu'à Paris, je dois à 2 kilos. Mais quand je dis que je quitte Phoenix, Arizona ou Atlanta pour venir en Guadeloupe, on me dit que ce n'est pas l'Europe. Je n'ai pas compris. Je prends un autre exemple. Je suis à Paris, j'ai un abonnement de 20 ou 29 euros chez Orange. Excusez-moi de citer le nom d'une société, je ne veux pas créer des incidents diplomatiques. Mais quand j'arrive ici, en Guadeloupe, j'ai du mal. Le prix est triplé ou quadruplé parce que je sais pas, je connais pas le terme qu'on utilise, mais il y a des choses. Ça s'appelle la profitation ici. Il faut que les choses changent. D'accord. Il faut que les choses changent. Oui. Et dernière chose, vous pensez pendant votre séjour faire des conférences ici? Vous avez prévu? En fait, ce soir, nous allons terminer par... nous allons faire le tour de la Guadeloupe. Nous allons prier. On a prié sur des sujets précis. Je prie que le Seigneur étende sa main, que l'autorité des enfants de Dieu soit rétablie. Je prie que le Seigneur restaure notre dignité, qu'on soit fier. Je suis fier d'être originaire de la République démocratique du Congo. Je suis reconnaissant à la France. Aujourd'hui, je suis naturalisé français. Mais je suis originaire de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas la République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km². Plus grand que la France. 4 fois la France. 4 fois la France, oui. Donc, je suis venu dire à mes frères, c'est le moment où on doit se lever pour que les choses changent. Regardez nos enfants. Nos enfants sont en prison. Non seulement nos enfants sont en prison, on se demande pourquoi nos filles sont des filles mères. Pourquoi ce problème? Mais il faut aller au fond, il faut essayer de trouver une solution. Nous ne prions pas seulement, mais nous enseignons. Donc ce soir, on va se retrouver sur la rue, je pense l'avenue de l'Assainissement, à Pointe-à-Pitre, à partir de 22h. On va se retrouver et nous allons prier pour que vraiment le Seigneur étende sa main sur ce pays. Et j'en profite en tant qu'Africain et pasteur pour demander pardon. Parce que j'ai appris, moi-même, ça fait plus de 20 ans que je viens en Guadeloupe, on a quand même abusé de nos frères. On a quand même abusé avec l'évangile de la prospérité. On a essayé d'expliquer les gens comment devenir riche, comment devenir un leader. Mais en réalité, quand on s'appuie sur la parole de Dieu, les gens ne sont pas convertis. On veut que les gens deviennent des millionnaires. Je vous remercie, Pasteur Eli Kitty. Le rendez-vous donc est pris pour ce soir, 22h à l'assainissement. On aura probablement l'occasion d'en reparler. Voilà, il est pratiquement 13h31. On va prendre une pause et on revient tout de suite après avec Jessie pour développer le journal. Et puis, notre chroniqueuse qui est déjà là aussi, parler un peu sur notre forme de spiritualité. Mais cette fois-ci, c'est du yoga qu'on parlera dans un instant avec Jocelyne Nambi. C'est parti pour la pub et on se retrouve tout à l'heure. Il est 13h39 et on reprend tout de suite avec le développement de l'actualité. L'organisation FKNG invite la population guadeloupéenne à participer à une conférence débat sous le thème « Résistance, réparation, révolution ». Ce triptyque affirme la volonté de FKNG à réintroduire dans le débat public la question de l'indépendance nationale de la Guadeloupe. Nous avons interviewé Luc Renette, membre fondateur du Comité international des peuples noirs. À ce sujet, reportage Céline Rodriguez. Le président de la République, il est en campagne. Donc en campagne, quand on est en campagne, c'est tout à fait normal, quand on est un homme politique, qu'on soit un petit peu plus attentif à ce que disent les gens, et en particulier les gens qui se sentent concernés par l'esclavage, qui sont un socle électoral non négligeable pour lui. Bon, en ce qui concerne ces annonces, il n'y a rien de bien nouveau. Il nous annonce que demain, il va faire une fondation, et que cette fondation va identifier un lieu. Mais le lieu, il n'y a pas besoin de l'identifier, il est là, on le connaît. Il n'y a pas besoin d'une fondation pour ça, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent public pour annoncer encore quelque chose. Il y a un comité pour la mémoire de l'esclavage. Je ne sais pas comment il fonctionne, je ne sais pas si les gens qui y sont ont beaucoup de moyens, mais bon, que ce comité fasse son travail et que le président de la République
fasse savoir d'une manière très claire au gouverneur de la Banque de France que ce bâtiment doit être mis à disposition pour faire un centre d'humain. Ça fait plus de 10 ans que je le dis. Les associations aujourd'hui me soutiennent. Bon, il faut que le président comprenne, parce que s'il ne comprend pas, ben, ça va être très simple. On va en tirer toutes les conséquences. Il y a un certain nombre de candidats, il faut parler franchement aujourd'hui. Il y a un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle. On va tous leur demander, si le président n'agit pas dans les 11 mois, ce qu'eux comptent faire. C'est très simple. Il ne s'agit pas de dire demain on rasera gratis. On est à 11 mois d'une élection, on sait très bien qu'il ne se passera rien. Et que même si une fondation est créée, c'est très long à faire. Le temps qu'elle identifie les lieux, bon, l'élection présidentielle sera passée. Alors il ne faut pas se payer de mots. Je sais bien que le 10 mai, il faut annoncer quelque chose, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus cela qui est nécessaire. Il faut que le président soit plus attentif à ce que les associations proposent, plutôt que toujours se retrancher derrière une espèce de frilosité. Et puis, bon, on ne fait pas de la com, on fait de la politique, alors il faut prendre des vraies décisions. Sinon, ben, on en tirera les conséquences. La pétition démarre. Il y a aujourd'hui, je crois, plus de 1000 personnes qui l'ont signée, pas des moindres. Bon, le problème, c'est pas d'avoir 30 000, 100 000 signatures. Quand un gouvernement est sourd, on peut bien avoir 30 000 signatures. C'était le cas pour Mme Rossignol qui parlait des nègres qui aiment l'esclavage. Je sais bien qu'on invite M. Jesse Jackson pour montrer que on aime bien les nègres américains, pour essayer de réparer. Mais c'est pas une question de nombre. Il faut voir quel sens ça a, voir s'il y a vraiment des gens qui sont derrière, si ce sont des gens sensés. Et je crois que ce que soutiennent aujourd'hui toutes ces associations, c'est le bon sens qu'il impose. Dans tous les pays civilisés, il y a une maison d'histoire, de mémoire. C'est une forme de réparation, parce que bon, le mot de réparation, c'est pas un gros mot. Hein, on a fait semblant en 2013 de dire que c'était impossible en faisant parler Césaire. Mais non, le mot de réparation n'est pas un gros mot, et si ça peut être une forme de réparation, pourquoi pas ? Et donc, vous venez de suivre l'interview de Claude Ribes, président de l'Association générale d'UMA, donc lors de la cérémonie du 10 mai. On rappelle que le président de la République, François Hollande, annonçait la création d'un mémorial national de l'esclavage en France. Il est contre, donc, du coup, ce mémorial, comme vous venez de l'entendre dans notre interview. C'était le reportage de Maurice Cessé. On reprend, donc, du coup, sur le reportage, le lancement de la conférence de presse de Luc Reynette, et qui est organisée donc du coup par l'organisation FKNG, donc qui invite la population à débattre sur le thème résistance, réparation, révolution. C'est tout de suite le reportage de Céline Rodriguez. Le triptyque, résistance, rappelle, je dirais, la lutte menée par nos ancêtres depuis la période de l'esclavage à ce jour. Nous avons toujours résisté contre l'intégration, contre l'assimilation. Donc nous sommes dans cette même lignée. Nous voulons réinscrire, si vous voulez, la cause de l'indépendance, de la souveraineté à l'ordre du jour. C'est-à-dire que ça devienne dans le débat public. Beaucoup de gens ont pensé qu'on pouvait se satisfaire du statu quo, vivre dans la dépendance à la France et la dépendance à l'Europe. On voit que ça ne marche pas. Aujourd'hui, la crise est là, le chômage ne cesse d'augmenter, ainsi que la violence. Il faut trouver une alternative. Et nous disons que la question de la liberté, donc de l'indépendance, est plus que jamais d'actualité. Donc nous voulons débattre avec le peuple guadeloupéen à travers ce triptyque résistance qui fait référence, si vous voulez, au combat mené par nos ancêtres et par nous-mêmes de façon contemporaine, qui fait référence également, si vous voulez, aux réparations, parce que désormais, et depuis quelques années, nous, indépendantistes, nous disons que les réparations sont consubstantielles de la décolonisation. C'est-à-dire que nous voulons décoloniser la Guadeloupe, nous voulons la liberté, mais nous voulons également ces réparations qui nous permettront de mettre en place, si vous voulez, des plans de développement économique et sociaux selon un nouveau modèle de développement. Prenons le cas aujourd'hui. Vous voyez que les éleveurs guadeloupéens se plaignent d'une concurrence déloyale, parce que les grandes surfaces importent à bas coût des viandes d'Europe et d'ailleurs. Ce qui veut dire que nous n'avons pas, si vous voulez, les outils pour protéger la production, aussi bien bovine que porcine, et que toutes les productions en général qui sont faites ici. Donc pour avoir un instrument de protection, il faut avoir aussi la capacité de légiférer, de faire des lois. Aujourd'hui, nous sommes dépendants des lois françaises et des lois européennes. Donc la question est la suivante. Puisque nous savons que les freins sont dans le système,
et que ces freins nous empêchent de nous développer. Pour retirer ces freins, il faut changer le système. Il faut avoir, je dirais, le courage de le faire. Il faut qu'en toute lucidité, les Guadeloupéens de cette génération pensent à eux, mais aussi aux générations à venir. Et si on ne fait rien, la situation continuera à se dégrader. Et ceux qui connaissent l'indépendance vont effectivement souhaiter qu'elle vienne, parce que c'est seulement elle qui permettra d'avoir, je dirais, véritablement un gouvernement guadeloupéen, des hommes et des femmes qui, à partir, si vous voulez, donc, je dirais, d'un inventaire de notre situation, mettront en place un nouveau modèle de développement économique et social. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, au contraire, nous souhaitons qu'ils viennent pour discuter. Nous ne prétendons pas détenir la vérité fondamentale, mais nous avons notre part de vérité et nous voulons la faire savoir. Et surtout, je vous l'ai dit, réinscrire la thématique donc, de la souveraineté et de l'indépendance dans le débat public actuel. Juste pour rappeler que cette conférence se tiendra donc ce soir à partir de 18h30 à la salle Rémi Nessouta. Et comme disait j'essaie tout à l'heure, entre le faux prophète et donc le crunette, il y a bien un océan et aussi beaucoup de compréhension. Sinon, on va parler de spiritualité, mais plutôt physique. Et là, on reçoit Jocelyne Nampry, notre chroniqueuse du mercredi. Bonjour. Bonjour Dani. Bonjour Jessie, excuse-moi. Et on va parler de yoga. Oui. En gros, quand on dit yoga, on pense à plein de choses, mais à quoi exactement? Nous allons parler de yoga aujourd'hui, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais toujours placer une petite note historique. Tout à fait. Donc, le yoga, on l'a découvert il y a près de 3000 et 2000 ans avant Jésus-Christ. On a pu retrouver des cartouches sur lesquelles on retrouvait des postures, mais essentiellement, ça a été retransmis jusqu'au XXe siècle de manière orale. Donc on n'avait pas vraiment d'écrit là-dessus. Donc je voudrais dire aussi qu'il y a différents types de yoga. Il n'y a pas que le yoga en Inde, il y a les yogas en Chine, au Tibet. Donc ce sont des types de yoga orientaux. Et c'est à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, que vraiment l'Occident a commencé à s'intéresser à ces pratiques. Donc j'aimerais préciser aussi que ce n'est pas une religion, même si ça a une porte-teneur spirituelle. Non, c'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. D'accord. Ça aide à la spiritualité puisque ça permet d'élever le corps par des pratiques de méditation. Mais plus que les pratiques de méditation, il y a aussi au niveau corporel, c'est basé sur la santé. Il faut prendre soin de soi. Donc, c'est vraiment pas une religion à la base. Et disons que je dirais que c'est une vaste méthode de développement personnel dont les principaux axes sont la dévotion, l'action, la connaissance et la santé par la concentration et l'hygiène de vie. Et c'est celui-là qui va nous intéresser réellement, c'est le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur le Hatha Yoga? Parce que le Hatha Yoga, il discipline l'esprit. Oui. Au niveau de la concentration, mais c'est vraiment au niveau le perfectionnement des postures, c'est-à-dire que vraiment c'est pour améliorer sa santé avec différentes postures. Donc le fait de solliciter, les postures en général sont des torsions pour améliorer la flexibilité de la colonne vertébrale, des postures inversées pour pouvoir faire des massages internes des organes. Donc ce qui fait que ça améliore la tension, la circulation sanguine. Il y a aussi un autre axe qui est le pranayama, c'est la respiration. Oui. La respiration, donc il y a différents types de respiration, la respiration dynamique, longue, lente, il y a les apnées. Tout ça, ça permet de se débarrasser des toxines du corps et d'oxygéner tous les organes ainsi que le cerveau. Donc voilà, c'est vraiment la dynamique, c'est le côté dynamique du yoga parce qu'il y a 18 formes de yoga, même plus encore. Il y en a qui sont dans plus, disons que d'élévation spirituelle comme le tantra yoga, il y a le dharma yoga, mais celui-là, le hatha yoga, c'est vraiment le yoga dynamique. Donc comme il n'a aucune connotation religieuse, donc tout le monde peut le pratiquer. Et ça aide à mieux vivre le yoga? Ah oui. Ça améliore la santé. Déjà, si on souffre de sommeil, si on est anxieux, on fait du yoga. Après une séance, le soir, on va dormir. Je l'ai déjà expérimenté, donc c'est pour ça que je le dis. Là, j'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. On fait une bonne séance d'1 heure. Quand on rentre à la maison, on est vraiment bien, on est tranquille. Déjà, le déroulement d'une séance, c'est une séance d'1 heure et demie.
1 heure, 1 heure et demie. Quand on entre, il y a l'échauffement. L'échauffement avec en position de lotus. Les positions, je précise que les postures, ça s'appelle des asanas. Voilà, oui. Avec les mains en Chin Mudra ou en Jhana Mudra. Oui. Pourquoi en Chin Mudra? Parce que c'est un signe d'union. C'est-à-dire que c'est l'union universelle et personnelle. C'est-à-dire qu'on rejoint les doigts. Et voilà. Donc là, il y a ensuite, on commence par la respiration. Donc on fait pas mal de respiration pour oxygéner le corps. Ensuite, on fait des mouvements de flexion, de chat, de jambes pour pouvoir réchauffer les muscles et ensuite, il y a vraiment les différentes postures que le professeur choisit. Selon. Est-ce qu'on apprend le yoga? On s'apprend tout seul ou avec un prof? Malheureusement, il y a des écoles de yoga, mais c'est la pratique. Les professeurs n'ont pas vraiment un diplôme référencé pour dire je suis professeur de yoga. Mais il faut avoir plus de 5 ans de pratique pour pouvoir vraiment exercer le yoga. Et ensuite, on va prendre des cours pour apprendre, pour être pédagogue, pour professer, mais c'est pas quelque chose de rigoureux. On ne peut pas dire oui, je sors de telle académie ou de telle... Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment... Et c'est pour ça que les personnes qui veulent vraiment suivre un cours de yoga, déjà qu'ils cherchent. Il y en a pas mal ici en Guadeloupe, il y en a énormément. Donc je les conseille d'aller voir un cours, de participer à un premier cours, c'est toujours gratuit le premier cours, de voir comment le professeur est, s'il est dynamique, si ça nous convient ou pas, et ainsi de suite. Si ça ne nous convient pas, il vaut mieux pas y aller. Donc il faut aller vraiment à un endroit où on se sent bien pour qu'on puisse développer, parce que c'est vraiment quelque chose à long cours. C'est pas du jour au lendemain qu'on va acquérir les bienfaits du yoga. Non, faut vraiment, ça apprend vraiment la persévérance et l'endurance. Et les bienfaits sous la santé, bon, c'est bon pour les gens qui sont asthmatiques. Les gens qui sont asthmatiques, ça les soulage, hein, parce que c'est basé sur la respiration. Les gens qui ont des problèmes d'articulation, comme c'est doux, donc ils y vont. Donc et aussi les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires au niveau de la tension. Donc tout ça parce que ça arrive. Les femmes enceintes aussi. Oui, maintenant, mais là ça fait partie ça fait 30 ans. Hein. 30 ans que ça existe. C'est différents types de yoga, dont le yoga prénatal. C'est les mêmes postures qu'elles font ou du coup c'est les postures un peu plus douces, parce que franchement il y a les torsions. Donc le professeur, il faut qu'il y ait un bon professeur. Il adapte les postures et c'est en vue de soulager lors de l'accouchement et lors aussi et même après. Donc toujours de garder sa souplesse et de soulager. C'est-à-dire qu'on peut aller voir notre prof et lui dire bon, j'ai tel problème, et comme ça il nous permet d'accentuer sur tel posture. Et il est important de dire, bon, par exemple, si on veut faire du yoga, si on a mal au dos ou on a des douleurs chroniques, c'est important de le dire avant, je souffre de ci ou de ça. D'accord. Donc, il y a aussi, comme ce n'est pas une religion, donc le yoga il est adapté à tous, même les enfants. Maintenant on développe le yoga pour les enfants, c'est très bien parce que les enfants, ça permet, comme ils ont beaucoup d'énergie, ça les fatigue, ils se reposent, leur concentration est plus centrée, donc c'est bien. Les personnes âgées aussi, on leur fait faire du yoga dans certains centres de retraite. Il y a un professeur qui vient et qui leur font faire, donc c'est très bon pour la respiration et pour la souplesse de leur articulation. Dernier mot avant de nous quitter sur le yoga. Sur le yoga, faites du yoga parce que c'est très bon pour la santé. Vous avez entendu, faites du yoga ici. Oui, c'est vrai. Mais j'en ai fait quand j'étais enfant. Oui. Voilà, et puis c'est vrai que j'ai pas repris, mais ça me tente depuis quelques années. Ça a énormément de bienfaits. D'accord, il est 13h53. On va recevoir dans un petit moment Monsieur Victor Bouger et Monsieur Edreville pour parler des foulées du rond-point. Mais avant, un dernier sujet, c'est Jessie. Exactement, Danick, on va parler triathlon, et donc c'est la 6e édition du triathlon de mer. C'est bientôt en Guadeloupe. Cette manifestation sportive va se dérouler le samedi 21 mai à Bémao. On rappelle que l'objectif de cet événement est de valoriser les sports nautiques traditionnels guadeloupéens non polluants. Donc c'est la natation, la voile et la rame. Ce sont donc les 3 épreuves que devront passer les compétiteurs. Reportage de Jeff Taylor. L'activité nautique en quelque part en Guadeloupe est toujours une nouveauté, puisque nous n'avons pas été, de manière habituelle vers la mer. Donc
cette année, tout comme les années précédentes, c'est une manifestation qui a l'initiative d'associations du territoire finalement qui est devenue Cap Excellence, puisqu'il y a des associations de Pointe-à-Pitre, des Abîmes et de Bemao qui se sont mis en synergie pour, à l'occasion d'une journée, promouvoir l'action des anciens et aussi des professionnels du cru qui continuent en fait à mettre en avant notamment l'activité nautique traditionnelle à travers la voile traditionnelle mais aussi la rame traditionnelle. Et donc on s'est ouvert tantôt vers d'autres activités nautiques non polluantes pour pouvoir étoffer la journée et pouvoir marier en fait modernité et patrimoine, de sorte que la nouvelle génération et les anciens puissent trouver là un vecteur de communication et d'échange et à travers ça manifester nous ce que nous on fait dans la cohésion sociale, amener des gens des quartiers, des gens des villes qui composent le même territoire administratif et des groupes urbains à se rencontrer sur la mer dans un moment festif, convivial où on peut aussi déterminer quelque part la vocation de quelques-uns pour aller finalement après vers ces activités-là pour leur exercice physique quotidien. C'est bien de voir des associations qui donnent l'exemple de se mettre ensemble pour pouvoir réaliser une manifestation de cette ampleur. Il n'y a pas de la tyrolienne, c'est l'AMOCA, le collectif des associations de Pointe-à-Pitre, Bemao, Abim et même nos amis de DI qui font aussi partie de ce collectif. Cette année-ci, nous allons essayer par le biais du kayak déjà les emmener par quelque chose qu'ils connaissent, le kayak, et pour pouvoir les faire qu'ils puissent s'intéresser à ces sports qui sont malheureusement en voie de disparition et sans aucune vantardise de notre part. Si quelqu'un peut assister à une course de canot à rame, c'est grâce à nous. Ça fait 6 ans que nous avions commencé cette aventure avec Patrick Forbet, avec Gérard Brédan, Omer Organe. C'est ce que nous essayons de faire pour que particulièrement les canots à rame puissent reprendre ce que nous appelons en créole les avironnages, puissent reprendre leur place au sein du sport nautique guadeloupéen. Parce que c'est vraiment, quand nous voyons qu'il en reste que 7, c'est vraiment une part de notre histoire, une part de nous-mêmes qui est en train de disparaître par la disparition de cette discipline. C'est samedi, comme d'habitude, c'est un samedi 21, à la marinade Bemao, juste à côté de la friche. Nous invitons tout un chacun de venir découvrir et aussi prendre part à la redynamisation de cette partie des sports nautiques traditionnels guadeloupéennes, c'est-à-dire la rame, la voile et la natation en mer. Et la fête du bois, une première en Guadeloupe, bijoux, cuisine, ameublement. C'était l'occasion de mettre à l'honneur tous les corps de métier du bois. C'était le week-end dernier à Pointe-Noire. Reportage Olivier Félix. On peut appeler l'édition d'aujourd'hui l'édition 0 de la fête du bois, puisque c'est une manifestation qui s'est trouvée en projet de l'association des artisans du bois il y a seulement 1 mois et demi. Et donc nous nous sommes donné le défi de réussir cette fête en commençant la préparation depuis 1 mois et demi. C'est une expérience qu'on a voulu faire pour voir quelle est sa portée afin de réfléchir sur le futur de l'activité des artisans du bois. Et donc nous considérons que nous avons soulevé le voile qui intéresse aujourd'hui presque tous les Guadeloupéens qui sont dans ce secteur du bois. Le deuxième défi qu'on va se donner, c'est de remettre en place la Maison du Bois. L'association Guajeka qu'on représente a décidé justement de participer au Salon du Bois parce que justement la plupart des jeux qu'on utilise, la plupart des jeux qu'on confectionne, c'est vraiment avec la base du bois. Donc pour nous, il était tout à fait normal d'être présent pour montrer aussi une des transformations du bois et justement celle des jeux et des jouets traditionnels de chez nous en Guadeloupe. Les jeunes sont très sensibles, ils observent, ils ne se sont pas encore engagés, mais beaucoup de jeunes sont prêts à prendre place. Bien sûr que ce serait une manifestation pérenne et d'ailleurs c'est la première, même si ça peut être un peu timide, mais on sent que par la suite ça va monter en gamme dans la mesure où les gens, il y a un réel retour aux sources, au retour justement à ce qui est naturel et le bois c'est ce qui est vivant, c'est ce qui est naturel. Je participe à la fête du bois, pour présenter un petit peu ce que je crée. Alors mon stand il est basé sur l'artisanat et le développement durable pour la bonne raison que tout ce que je crée se fait à partir d'objets recyclés. Donc pour vraiment dire ce sont nos déchets, ce que nous avons utilisé, que nous mettons à la poubelle. Moi je leur donne une deuxième vie et une autre valeur. J'essaie de rester dans ce secteur-là qui je trouve est utile,
C'est un modeste geste pour le développement durable et j'espère que ça va plaire. On organise le prochain festival des jeux et jouets traditionnels. C'est justement le 4 juin à Vieux-Habitants, sur le stade de Vieux-Habitants. Et justement, on propose un nouveau concept autour des jeux traditionnels. On a appelé ça les jouets miades. En fait, ce sont des relais de jeux traditionnels sur une piste d'athlétisme. Donc on invite vraiment tout le monde à venir participer. Nous avons un travail de sensibilisation à faire, mais nous pensons que ce n'est pas le plus difficile à faire pour amener les jeunes à prendre place. Voilà, tout de suite, on va encore parler de sport. Tout à l'heure, c'était le triathlon de la mer. Et là, on va parler des 5 km de foulée verte du rond-point. Bonjour, monsieur Bregmestre. Bonjour. Alors, présentez-nous un peu cette manifestation qui se tient samedi. Eh bien, c'est une manifestation pédestre qui, c'est sa 3e édition, hein, qui aura lieu dans le point de départ est au rond-point de Montebello. Et en faisant une incursion dans le bourg, le petit bourg, pour arriver devant la mairie. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. C'est un parcours de 5 km ouvert aux aguerris comme ceux qui le sont moins en fait. Oui. Donc il faut venir se faire plaisir. Il n'y a pas de record à battre? Il n'y a pas de record à battre. Simplement, on peut dire que c'est Thierry Fabrice qui a remporté la dernière édition l'année dernière. Mais bon, il n'y a pas de record à battre. Les gens viennent, ils viennent s'amuser, ils viennent courir, ils viennent prendre plaisir. Alors, voilà. C'est mix, hommes, femmes, enfants? C'est open. Oui. Hommes, femmes, enfants. Donc, pour préciser, il y aura en fait, c'est une manifestation sur plusieurs formes, si vous voulez. Il y aura, pour les enfants les plus jeunes, minime, cadet et Benjamin, dès 14h30, oui. Il y aura un petit parcours de 1,5 km à peu près, et un parcours bien approprié aux enfants. Oui. Et puis, à 16h, ce sera la grande course, si on peut appeler ça comme ça, où nous invitons tout le monde, en fait. Hein, comme je me répète, hein, nous invitons tout le monde à venir participer. Donc, il y aura également un village dès 13h30. Le village sera où? Le village sera sur le parking de la mairie, à l'entrée de la mairie. D'accord. Un village où diverses associations pourront venir présenter leur stand, ce qu'ils font, voilà. Mais cette manifestation, elle est de caractère populaire ou sportive vraiment? Je veux dire, est-ce qu'elle est référencée dans la liste des manifestations sportives de la Ligue d'athlétisme, par exemple? Pas encore, mais c'est sa 3e édition. Oui. Donc, ça va venir, c'est un devenir. Mais pour l'instant, c'est la 3e édition. Nous attendons beaucoup de monde. Hein. Venez nombreux, n'hésitez pas à venir. Hein. C'est ce qu'on appelle le souhait, alors. On peut le prendre comme ça, mais vous savez, il y a toujours des compétiteurs. Hein, parmi le souhait, il y a d'autres qui viendront pour gagner. Pour gagner. Oui. Donc, mais n'arrêtez-vous pas cela, ne vous arrêtez pas cela. Venez, il y aura toujours. De toute façon, il y en a pour tous les niveaux. Il y aura des prix, vétéran 1, vétéran 2, vétéran 3, junior, senior. Il y aura des trophées pour tout le monde. Et on s'inscrit comment? Sur place? On s'inscrit sur place ou en ligne, donc jusqu'à 15h. Hein. Aujourd'hui? Non, samedi 21. Samedi 21. Alors, une heure avant le départ, on peut encore s'inscrire. Une heure avant le départ, on peut encore s'inscrire. Venez nous faire plaisir. Venez vous faire plaisir, puisque nous avons. La Guadeloupe, c'est un vivier de sportifs. Tout à fait. Et voilà, et de plus en plus, on voit les gens qui marchent, qui courent. Je dois aussi préciser qu'il n'y a pas que la course à pied. Voilà, justement, il y a aussi de la marche sur la même distance. Tout à fait. Donc, nous invitons les gens qui aiment le sport, les gens qui aiment faire le souhait, comme vous dites, à venir nous rejoindre. Et c'est l'association Foulée Verte. Hein, oui, les Foulées Vertes du Rond-Point. Ouais. Les Foulées Vertes du Rond-Point. J'aime bien le titre, Foulée Verte du Rond-Point. Oui, vous savez que c'est une association qui a pris naissance au Rond-Point de Montebello. Hein, oui. Et comme on dit, la ville de Petit-Bourg, c'est la ville verte. Oui. Donc, ce sont les foulées vertes. Quand on nous voit, on nous dit l'armada verte arrive, parce que nous sommes tout le temps habillés en vert. Oui. L'armada vert qui arrive dans toutes les courses. Hein. Nous sommes distingués par nos maillots verts. Voilà, D'accord. Bon, bah écoutez. Il faut préciser pour cet événement, vous bénéficiez aussi du label du coup Sport et Handicap. Sport et Handicap, patronné par Dominique Edouardville, qu'on ne présente plus, et
Bernard Guédu, qui a participé aussi au Marathon de Paris. Tout à fait. Donc, ce sont des gens qu'on ne représente plus, en fait. Oui. Donc, bon, ben, écoutez, on le note, le grand rendez-vous, donc, c'est ce samedi. Oui. Donc, nous demandons encore, j'insiste, et avec le concours de la ville de Petit-Bourg, hein, donc, de venir nombreux. Donc, on remercie nos différents sponsors, hein, qui sont Jogers, Olivier Agrumes, Capes, voilà, Gay Passport et tous les autres. Hein. Et tous les commerçants de Petit-Bourg, je vois. Voilà, tous les commerçants de Petit-Bourg également. Merci, monsieur Bregmes, de cette information. On rappelle donc les 5 km. Alors, s'ils n'ont pas en forme, pas vite, mais s'ils sont en forme, c'est 5 km à faire à partir du rond-point. Jessie, l'info du jour, on va la retenir. Merci. L'info du jour, c'est bientôt Gospel sur la colline, l'événement qui aura lieu donc les 27 et 28 mai au Palais des Sports du Gosier. Quoi d'autre? Il y avait la mobilisation des policiers aussi en France. Qui ne sont pas aimés. Voilà. Donc il y a eu un appel, je ne pense pas que ça a été vraiment suivi ici, puisque les mobilisations ont été relativement calmes et, on va dire, civilisées en Guadeloupe. Et puis ce soir, on a cette conférence sur... vous avez annoncé Résistance, Réparation, Révolution. C'est ce soir à 19h au centre Réminé-Souta. Voilà. Exactement. Et peut-être, on va dire, un chaos pour le Venezuela. On attend de voir comment ça va se passer, puisque c'est vraiment la crise en ce moment. Il y a des queues interminables devant les magasins. Et Maduro a été mis en minorité. Pénurie alimentaire, voilà. Donc, et Maduro... Il avait demandé voter une loi d'exception qui a été rejetée donc, par le Parlement. Exactement. Le bras de fer entre du coup les Maduro et ses opposants continue. On attend de voir la suite. J'aime bien quand j'ai aussi ça parle de la politique. C'est une bonne chose, un bon début. En tout cas, merci vous qui êtes avec nous depuis 12h30 avec aux manettes zébristes. On termine là en vitesse bien sûr avec un tout petit peu de retard, les 14h06. Vous avez le temps d'aller prendre votre déjeuner comme nous, si vous pouvez manger, mais enfin, après, vous avez mangé. Mais nous, on va le faire. Et on se retrouve demain à la même heure. Et je rappelle que vendredi, on va recevoir probablement le maire de Sainte-Rose, Madame Bajazé, mais on a l'occasion d'y revenir. Voilà. Bon appétit, bonne fin d'après-midi. Prochaine information vers 18h30 sur ce plateau. Et puis, si vous avez tout raté, eh bien, vous avez la possibilité de tout revoir sur le www.zcl.tv. Voilà, c'est fait. Salut Jessie. Salut Danick. Et au revoir, monsieur Bregmes. Allez voir, c'est moi.